Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Bonjour Pauline. Bonjour Flavie, merci de m'avoir invitée. C'est cool, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui dans le Board, nous avons une experte en communication, en marque, mais pas que. On va en parler. Tout à l'heure, Pauline, tu vas te présenter. Moi, je voulais juste dire un petit mot à ceux qui nous écoutent sur quel va être l'épisode du jour et de quoi on va parler. Franchement, cet épisode, c'est juste un must pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, mais pas que, aussi pour les dirigeants qui ont besoin d'incarner une marque, de développer la motivation et l'adhésion à leur marque, que ce soit leurs clients, leurs collaborateurs. En fait, aujourd'hui, on va beaucoup parler de comment construire et communiquer autour de sa marque. On va parler aussi de purpose, qui est un mot pas mal utilisé en ce moment. On va voir en bien, donc qu'est-ce qu'on peut faire autour de sa marque, le sens, etc. Mais aussi des fois un peu on va dire en mots valises qui est un peu bullshit, hein. On va parler aussi de purpose washing, de greenwashing. Donc voilà, écoutez cet épisode, vous allez tout comprendre sur comment on construit une marque avec des valeurs fortes. Comment on fait pour s'impliquer aussi dans les tendances incontournables du moment qui vont être données du sens, etc. Avoir un engagement avec sa marque et comment on construit autour de ça. Bon, je me tais maintenant, Pauline, je vais te laisser déjà te présenter parce que toi, tu es juste une experte de ça depuis plus de 10 ans. Pauline, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens et comment tu as construit cette expertise? Merci. Donc du coup, comme tu le disais, moi j'aide les marques, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités, les associations, des indépendants, et donc indirectement leurs dirigeants, à mieux se raconter et à mieux communiquer. Mais aussi, comme tu le disais, à s'interroger sur l'impact, l'utilité de leur business en matière d'impact environnemental, social ou sociétal, et à essayer, in fine, de s'engager de manière sincère, réelle et légitime pour améliorer leur impact sur le monde, tout simplement. Tout simplement, j'aime bien le tout simplement. Ce que j'aime bien dans ta démarche, évidemment, je suis fan de toi, Pauline, on le sait, c'est que tu es à la fois très professionnelle, c'est-à-dire que tu vas accompagner tes clients, même ceux qui sont parfois un peu loin de cet idéal, hein, et aussi très engagé à titre personnel. Donc, je pense que ça te fait vraiment une double casquette qui te permet voilà, d'accompagner à la fois sans candeur, mais en même temps avec beaucoup de volonté les marques pour avoir un impact meilleur sur le monde. Donc ça, c'est top. Comment tu t'es construit cette expertise, juste pour qu'on sache d'où tu viens, ton background? Alors, moi, j'ai fait une école de commerce à la base, et puis mon premier emploi, je l'ai fait au ministère de l'écologie. C'était un emploi court. Et après, j'ai passé 9 ans dans le groupe Havas, en particulier chez Havas Paris, donc qui est une grande agence de communication spécialiste qui fait tous les métiers de la communication. Et moi, j'étais dans un département qui s'appelait la marque, ce qui veut dire que je pilotais des marques. Et chez Havas Paris, j'ai à peu près tout appris des métiers de la communication, de la stratégie de marque, des stratégies de com, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et puis, effectivement, je suis passionnée des sujets environnementaux et sociétaux, j'ai également été responsable de la RSE de l'agence, ce qui était de l'intrapreneuriat, comme on appelle. Et donc ça, j'ai fait ça pendant 9 ans. Et aujourd'hui, je suis indépendante. Je travaille à Bordeaux. Et donc, j'accompagne des marques sur leurs sujets de stratégie de marque, de stratégie de com et sur les questions d'impact. J'essaie d'accompagner des entreprises qui ont majoritairement une éthique, une envie de s'engager et puis de les aider à faire le point. Objectivement, il y a beaucoup de marques qui sont perdues et c'est aussi... je fais aujourd'hui beaucoup de stratégies de marque sur on reprend les choses depuis le début et on essaie de bien se raconter. Ouais, parce que c'est pas parce qu'on en parle beaucoup qu'on a tous très bien compris de quoi il s'agit. Alors peut-être commencer par ça, quand on est nul en com ou en truc, enfin un peu comme moi, quoi, enfin qu'on ne sait pas sa spécialité, on va dire ce qui est. C'est pour ça que j'ai créé le board aussi, hein, pour que quand même on n'y connaît rien sur un sujet, bah, en une demi-heure, on peut avoir vraiment un expert qui nous raconte ce qu'il faut en retenir. Moi, je comprends pas trop déjà, c'est quoi la différence entre la marque, la stratégie de marque, la communication, la stratégie de communication d'une entreprise? Alors, les marques, en fait, elles ont ce qu'on appelle on parle beaucoup de valeurs immatérielles des marques, c'est-à-dire qu'elles ont un imaginaire, des attributs, des représentations dans lesquelles les consommateurs vont se reconnaître et se projeter. Et en gros, si vous voyez quelqu'un qui a des baskets Veja, ça ne vous dit pas la même chose que s'il a les Chanel, puisque toutes les marques se sont mises
aux sneakers ou des Vans. Donc il y a ce truc-là de ça traduit quand même quelque chose de votre personnalité, entre guillemets, d'être aficionados de l'une ou deux marques. Et donc la stratégie de marque et de communication, ça construit et ça fait vivre cet imaginaire, entre guillemets. Mais très concrètement, en fait, ce sont quand même effectivement deux matières, de parties très différentes. D'un côté, il y a la stratégie de marque. Et c'est vraiment une sorte de prérequis à la communication. C'est vraiment de la stratégie pure et dure. Et ça définit les fondamentaux du récit d'une marque, d'une entreprise. Et ça se concrétise dans un outil qu'on appelle la plateforme de marque. Il y a plein de méthodologies différentes où il y a plus ou moins de briques, on va dire. Il y a 4 éléments qui reviennent tout le temps, qui sont la vision, c'est-à-dire comment la marque voit le futur, comment elle s'y projette et quelles sont ses convictions profondes sur comment va aller le monde et donc du coup sa manière de voir le monde et évidemment son rôle dedans. La mission, où là c'est vraiment la proposition de valeur de la marque, son rôle fondamental et ce qu'elle rend à ses consommateurs. Le métier, où là, alors, et c'est toujours un peu ténu de comprendre la différence entre le métier et la mission, c'est vraiment son service, son activité, voilà, ce qu'elle fait à proprement parler, qui la différencie des autres. Et puis il y a tout ce qui est aussi les valeurs, la personnalité, on va dire un peu le caractère, qui sont un mix de savoir-être et de savoir-faire. Quand vous regardez tout ça, ça vous donne voilà, toutes les briques qui sont la définition de votre marque, et puis souvent ça vous aide à définir un positionnement. Alors, positionnement, c'est encore un autre terme un peu barbare. Un positionnement, ça doit être spécifique, ça doit résumer votre marque, définir les partis pris. Alors, à la fois, il y a plein de cases à tout, mais en même temps, ça peut être un peu une distance variable. Mais en tout cas, pour vous expliquer ce que c'est qu'un positionnement, si je prends le cas qui est hyper simple et qui est très parlant, des sites de rencontres. Vous allez avoir Mythique, qui est sur l'engagement, pour ceux qui cherchent des relations sérieuses. Vous allez avoir Adopte un mec, qui est pour les femmes qui s'empower, et Tinder, qui en fait, clairement, est pour les célibataires qui s'assument, avec un slogan qui est Single Not Sorry. Donc c'est vraiment... Et donc on voit bien qu'elle s'adresse à des personnes différentes, à des moments de leur vie et de leurs attentes différentes. Et donc ça permet en gros... Alors qu'elles ont le même métier. Spécificité. Pardon. Alors qu'elles ont le même métier, quoi, finalement. Exactement, alors qu'elles font la même chose. Donc ça, c'est la stratégie de marque, c'est vraiment de définir qui on est et ce qu'on fait à proprement parler. Et du coup, je t'interromps juste avant. Donc, en fait, en gros, la plateforme de marque et tout, c'est finalement des questions auxquelles on peut travailler et répondre. On peut se faire un petit document et puis on essaye de répondre à toutes ces questions. On peut le faire avec toi ou on peut essayer de le faire un peu tout seul de son côté. On pourra mettre ça en description aussi, les questions et tout, pour aider, si jamais vous nous écoutez, vous avez envie de vous plonger dans l'exercice. Je trouve ça pas mal d'avoir toujours aussi après un exercice pratique pour comprendre mieux comment est votre marque, en fait. C'est complètement quelque chose qu'on peut faire tout seul. Après, il y a toujours l'intérêt de quelqu'un d'extérieur qui est d'avoir un œil neuf et une distance. Et puis, par ailleurs, il y a quand même une habitude à manier la méthodologie qui fait qu'on le fait mieux. Mais de toute façon, c'est des bonnes questions à se poser. Donc, il y a la stratégie d'une marque qui pose les fondamentaux. Et après, il y a la stratégie de com qui déploie cet imaginaire et ses fondamentaux. Et qui va utiliser tous les différents métiers de la com, de la publicité, des réseaux sociaux, du digital, des événements... des opérations en boutique si vous avez un produit à vendre, et qui va du coup raconter et déployer ces messages, le tout, toujours en fonction de la cible qu'on vise. C'est un truc qui est hyper important en communication, c'est de parler de quelque chose à quelqu'un. Et moi, je vois plus clair maintenant, parce qu'en fait, je vois qu'aussi, souvent, en tant que dirigeant, on va très, très vite sur la communication et on n'a peut-être pas pris le temps de définir toute la plateforme de marque, là, tout le corollaire, la vision, la mission, etc. autour de la marque. Toi, est-ce que tu peux nous expliquer aussi qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que c'est une mode ou pas? J'en sais rien. Mais cette histoire de purpose, de raison d'être, j'en entends beaucoup parler. Je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux également. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Et comment on travaille sur ce sujet? Alors, le purpose aux raisons d'être, alors ça a eu un gros coup de projecteur parce que la loi Pacte en a parlé. Et que de toutes les façons, la tendance globale du marché, évidemment, est des questions de sens et d'utilité qui touchent tout le monde. Et puis l'état de la planète, que ce soit d'un point de vue environnemental ou social, en fait, oblige quand même à se poser des questions.
Et donc le purpose ou la raison d'être, c'est vraiment l'utilité profonde de votre marque. Ça doit pouvoir vraiment avoir des impacts sur votre business et les produits que vous vendez et compagnie si vous le faites véritablement. Mais c'est la question de qu'est-ce que j'apporte au monde et qu'est-ce qui irait mieux sans moi. Donc c'est vraiment aussi se poser la question de demain, qu'est-ce qui irait mieux sans moi, et avec obligatoirement extrêmement tourné vers l'avenir, c'est-à-dire de se projeter dans le monde qui vient. Qu'est-ce qui va complètement venir percuter mon marché comment est-ce que je peux être une entreprise qui a un rôle plus positif à tous les points de vue de ce qui est la responsabilité sociale d'une entreprise sur des questions sociétales, environnementales ou sociales, mais vraiment, comment est-ce que je peux avoir un apport positif et comment est-ce que mon business, il doit éventuellement changer pour être en lien avec les désordres à venir, mais surtout comment est-ce qu'il a un impact positif. Et tu le disais en intro, évidemment, c'est clé en termes de business, etc., mais c'est aussi clé auprès des consommateurs, auprès de l'interne. On est face à une nouvelle génération qui est en quête de sens. Il y a pas mal d'études qui montrent que les consommateurs, les Français, considèrent que c'est les entreprises qui s'engageront, qui seront les leaders de demain. Donc, c'est pas. Je crois que le chiffre, c'est 84%. Les Français attendent à 90% que les marques s'engagent et à 84%, elles pensent que c'est les marques qui s'engageront qui s'en sortiront demain. Ok, bon, ça, j'aime bien quand tu me donnes des chiffres aussi comme ça, parce que je sais qu'il y a des cartésiens dans la salle, et des fois ils disent, ouais, c'est bon, le RSE, on fera ça après, quoi. Une fois qu'on aura généré de la marge et tout, c'est un peu un nice to have. Donc toi, ce que tu dis, c'est que c'est passé du nice to have au must have, quoi. Tout à fait. Alors après, tu parlais de purpose washing, effectivement, c'est devenu un peu c'est un peu un nouvel indispensable, et donc tout le monde se met à faire sa raison d'être. La raison d'être, pour qu'elle marche, elle doit vraiment faire trembler en interne et définir un cap et avoir des objectifs à signer, une feuille de route. Ça doit aller jusqu'à potentiellement vous faire abandonner un produit. Et moi, j'aime bien ce que tu dis aussi, ça doit faire trembler en interne, faire frissonner, etc. Parce que moi, je suis un manager et j'aime penser que la résultante de ta marque et de tes produits, etc., c'est tes équipes qui le construisent. Donc toi, tu penses qu'il faut aussi travailler sur sa marque, sa plateforme de marque avec ses collaborateurs. Comment on fait? On commence par qui? C'est le CEO qui dit, voilà, la marque, c'est ça, ou c'est les collaborateurs qui disent ce qu'ils pensent de la marque? Moi, je ne sais pas trop dans quel sens le prendre. Alors, raison d'être et stratégie de marque, c'est évidemment lié, et en même temps, c'est pas complètement la même chose. Les méthodologies, malgré tout, sont assez proches. Il faut pas s'y tromper, les gens qui aujourd'hui travaillent sur des raisons d'être, c'est des gens comme moi qui avant ont travaillé pendant des années sur des plateformes de marque aussi. De toutes les façons, en général, c'est une demande de la direction, et plus c'est incarné et plus c'est volontaire et porté par le top management, plus ça marche. Et une entreprise comme Danone, on voit bien que c'est le leadership qu'il porte, et donc Emmanuel Faber, il fait quand même le porte-voix de ça. Mais ce qui est important, en particulier pour la raison d'être, c'est évidemment d'embarquer l'interne. Donc, de les solliciter par des entretiens quali, quanti, de les embarquer, de chercher des personnes qui vont être représentatives pour participer aux différentes étapes, parce que évidemment c'est un processus. C'est-à-dire que il faut se plonger dans ce qu'est la marque aujourd'hui, puisqu'elle sera demain, donc d'aller regarder ce que fait la concurrence, l'état du marché. Donc il y a tout un travail préalable. Puis il y a des entretiens à avoir avec différentes personnes du terrain et de la direction. Et puis il faut tenir au courant les personnes qui collaborent dans cette entreprise, leur faire savoir que c'est une question, leur demander leur avis d'une manière ou d'une autre, et essayer si vous faites une raison d'être et que vos employés ne se retrouvent pas du tout dedans, ça ne va pas marcher. Ou alors, il faut qu'elle soit suffisamment aspirationnelle pour qu'ils comprennent qu'il faut tout changer, mais qu'ils voient bien quel est l'intérêt et le sens de tout changer. Attention à la dissonance, quoi. C'est ce qu'on voit aussi en ce moment. Alors, tu vois, quand on en discute toutes les deux, tu me parles aussi de ces cas de dissonance, ou peut-être des risques aussi qu'il y a quand on le fait pas très bien, ce mécanisme-là de chercher sa raison d'être, ou qu'on veut faire du greenwashing ou du purpose washing. Est-ce que tu as des exemples de marques qui te semblent pas complètement alignées, ou sur lesquelles tu te dis, tiens, on peut améliorer le truc, pour qu'aussi on voit où est-ce qu'il ne faut pas aller en la matière? Alors, en termes de raison d'être pure, en fait, si on reste sur la raison d'être pure et dure, en fait, il y a des formulations qui sont
un peu du flanc. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas spécifiques. Et une raison d'être, elle doit être singulière et vraiment spécifique à la marque. Et si ça dit, il y en a beaucoup qui sont orientés autour du client, et en gros que ça dit faire le mieux pour mon client, je résume à gros traits, bah, ça fait quand même pas bouger les lignes. Pour reprendre les exemples de Danone ou de Carrefour, on voit bien que le positionnement de Danone sur santé et alimentation ou de Carrefour sur l'alimentation, bah, en fait, ça fait bouger toutes les lignes de l'entreprise et ça change vraiment tout. Après, sur la raison d'être, c'est pas un sujet de communication pur et dur, c'est vraiment un sujet de marque. En communication, quand ça se traduit en communication, que ce soit des raisons d'être ou des choix d'engagement, là, par contre, il y a vraiment des exemples criants de greenwashing, purpose washing. Pour donner un exemple récent, sur Black Lives Matter, il y a des... et pour sortir un peu de l'exemple qui revient souvent, qui est celui du Covid, Black Lives Matter, il y a des marques qui sont positionnées dessus. Il y a une marque qui s'est positionnée très fort dessus, qui est Nike. Et Nike, avec une campagne qui, pour la première fois, invitait à Don't Do It, et donc remettait, jouer avec le Just Do It, avec lequel le swoosh et Just Do It, on ne joue pas avec chez Nike. C'est la base de la marque, donc on ne joue pas trop avec. On est dans l'empowerment. Et là, ils ont joué avec, tant et si bien que ça avait même été reposté par Adidas parce que c'est cause commune. Et ça, ils peuvent le faire parce qu'en fait, ça fait longtemps que Nike traite des questions de diversité, d'empowerment. Qu'en 2018, ils avaient pris Colin Kaepernick, qui est un footballeur américain qui avait refusé, enfin, qui s'était mis à terre, genou à terre pendant l'hymne américain, qui a été viré de la ligue à cause de ça pour militer contre les violences policières aux États-Unis. Ils en ont fait le visage d'une campagne en 2018. C'était pas sans risque parce qu'il y a eu pas mal de levées de boucliers au début sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'était complètement un pari gagnant. Et on parle même d'un effet Copernic parce que ça a boosté le chiffre d'affaires, ça a boosté la cotation en bourse, les ventes et compagnie. Incroyable. Et donc, quand ils ont déjà ce préalable en 2018, quand c'était pas complètement le sujet international, et qu'ils font une campagne dessus en 2020, ils peuvent pas se faire attaquer d'opportunisme. D'autres marques, c'est toujours un peu dur de citer ceux qui sont les mauvais exemples, parce qu'il y en a plein d'autres, mais L'Oréal, en même temps, ils ont fait un tweet en disant on va enlever le mot blanchissant de tous nos produits. Bah oui, mais en fait, eux, ils se sont tapés à l'inverse, un boycott L'Oréal sur tous les réseaux sociaux, des levées de boucliers, parce qu'on voit bien que c'est pas en enlevant le mot blanchissant qu'on change les représentations. Le produit, il existe toujours. Ils n'ont pas dit on va enlever, on va arrêter de commercialiser ce produit. Alors que pourquoi un noir devrait se blanchir la peau. Ça pose une vraie question de représentation plus fondamentale. Et eux, ils sont pris des levées de boucliers. Après, à l'inverse, bon, on n'est pas là pour... des fois, on prend des exemples, mais c'est pas pour dire qu'une marque est mauvaise et tout, parce que L'Oréal, ils font aussi des trucs bien sur l'empowerment des femmes, etc., ou sur lequel ils vont pouvoir être tout à fait légitimes s'il y a un autre hashtag qui sort à un autre moment. Mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant de voir à quel point ça peut être en résonance avec justement toute ta vision de marque, ta plateforme de marque et tout. Et du coup, il faut peut-être aller sur son terrain de jeu et pas sur d'autres aussi, hein, pour pas se planter. Il ne faut pas vouloir communiquer sur tout, il ne faut pas vouloir se positionner sur tout. Et effectivement, L'Oréal, sur des sujets de femmes, à l'inverse, et sur l'empowerment des femmes, ils ont bien plus à raconter, même si effectivement, on peut encore se poser des questions sur les représentations, mais en tout cas, sur les femmes dans la science, sur plein de choses, c'est quand même leur terrain de jeu. Et moins les questions... sur le Black Lives Matter, par exemple. Ouais, c'est clair. Alors toi qui es du coup qui baigne dans cet univers, tu te renseignes énormément, évidemment, tu as plein de clients, tu leur sors des benchmarks, des exemples comme tu viens de nous citer. Si tu devais nous donner un petit peu des tendances en tant que dirigeant, et peut-être on s'y connaît un peu moins que toi sur ça, ce serait quoi un peu le futur du business de ton point de vue, depuis ta fenêtre, qu'est-ce que tu vois un peu en tendance à venir en termes de communication, de branding et tout ça? Il y a deux questions, en fait. Il y a tout ce qui est tendance de communication, et là, chaque année, vous allez avoir les 10 ou 20 tendances de la com qui vont être l'explosion d'un réseau social. Donc, ça dépend de ce qu'on parle. Si on se parle de stratégie de communication, de format, de lieu où ça se passe, bon, là, il y a plein de tendances. Il y en a plein à Internet si vous voulez les lire. Et effectivement, si vous voulez parler à un jeune et que vous n'avez pas conscience que TikTok, ça existe, vous êtes complètement à côté de la plaque et que vous pensez le toucher en communiquant sur Facebook. Non, Facebook, c'est devenu le réseau social des parents.
Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut savoir, mais qui sont presque des outils. Il y a des choses, je sais pas, en branding, où on va être à fond sur les packaging, par exemple, du minimalisme, ou à l'inverse. Il y a des tendances graphiques, il y a des tendances de format. Le podcast, c'est un format qui se développe et qui même explose. Donc, ça, il y a plein de tendances en communication. Après, la tendance de fond, et c'est ma marotte, c'est l'engagement des marques. C'est-à-dire qu'on ne passera, enfin, en tout cas, j'espère, les marques, elles ont un pouvoir, elles ont un rôle à jouer, et on va de plus en plus vers une obligation d'agir. On parle beaucoup de marques qui rentrent en politique, de l'entreprise politique, et ça pose vraiment cette question fondamentale de c'est quoi l'utilité, et finalement, quand on a un tel pouvoir et une telle capacité d'action, comment est-ce qu'on la met en œuvre pour améliorer demain. Donc c'est ça la tendance de fond, c'est que les Français et les gens globalement ont envie que les marques s'engagent, que c'est plutôt devenu une clé pour l'avenir. Comme je disais tout à l'heure, il y a 84% des Français qui pensent que ce seront les entreprises qui s'engagent qui seront les leaders de demain. Donc, il faut se poser ces questions fondamentalement. Et par ailleurs, il faut être conscient que le consommateur, alors il est averti, alors il a cette envie, même s'il est encore dans ses actes de consommation, des dissonances, mais il a cette envie, mais il est averti. C'est-à-dire qu'il repère très facilement les greenwashing, purpose washing, les mots un peu bullshit qui veulent rien dire. Je m'engage pour un monde plus durable, je suis une marque responsable. Le bingo du greenwashing. Exactement. Et donc ça, il y a quand même des termes qui peuvent être un peu interpellants. Une voiture, un gros 4x4 dans la nature, et qui vous dit je fais moins d'émissions de CO2, il y a un moment, normalement, il y a l'alerte là qui se met en marche, c'est pas vrai. Et pour le coup, l'automobile et l'aérien se font pas mal taper dessus en termes de greenwashing. Air France en faisant pas mal les frais dernièrement, allant jusqu'à se faire retoquer par le GIEC sur les réseaux sociaux en mode « Ah non, mais pas du tout. On n'a pas dit ça et c'est pas bien pour le climat. Okay. Ne nous utilisez pas comme caution. » Tu dis, c'est la tendance dont tu me parlais, c'est le good advertising, c'est ça? Oui. Pour faire le bien, mais du coup, ça doit être profondément sincère. Il ne faut pas s'y aventurer si on pense que c'est juste pour redorer ou verdir le blason de sa marque. Non, le good advertising, c'est en fait l'advertising qui parle de ce que la marque fait de bien. Mais s'il n'y a pas vraiment des preuves et du solide derrière, elle va se prendre un retour de bâton, et à l'heure des réseaux sociaux, le retour de bâton, il peut faire très, 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 très mal. Bon, mais c'est super intéressant, mais presque moi, ça me donne un peu le vertige, tu vois, parce que je pense aux dirigeants, aux leaders et tout qui travaillent dans les entreprises, à qui on va demander aussi de beaucoup plus incarner tout ça, de prendre leurs propres responsabilités même, tu vois, politiquement presque, de s'engager eux-mêmes. Et c'est vrai que dans le monde d'entreprise aujourd'hui, c'est pas toujours facile déjà pour les leaders aujourd'hui d'incarner leur propre marque. Alors si en plus il faut qu'ils prennent des positions très tranchées sur des principes écologiques, des principes humanistes, de l'inclusion et tout. Enfin moi je trouve ça super, et en même temps je me dis qu'il y a plein de gens qui vont un peu baliser, quoi, qui vont un peu se demander comment y arriver, quoi. Ah c'est sûr que c'est un gros changement sur comment on voit l'entreprise, et donc ça peut faire peur, mais moi j'aime mieux voir le côté c'est hyper enthousiasmant et il y a plein de choses à faire, et il y a des gens pour les accompagner, et encore une fois on n'attend pas d'une entreprise qu'elle soit tout de suite parfaite. C'est-à-dire qu'il y a aussi un truc où on accepte que ce soit quelque chose qui met du temps, que ce soit une démarche. Mais si vous êtes au début de la démarche, vous avez le droit de l'assumer. Par contre, vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes déjà arrivé. Et donc, c'est ça aussi, ces consommateurs un peu avertis et ces internautes avertis, c'est que on a le droit de transparence, on a le droit d'humilité, on a le droit d'être honnête. Et en fait, il faut ces trois trucs-là. Et ça, c'est une vraie tendance, tu me demandais tout à l'heure, en communication. Même des marques qui sont... On pourrait se dire, j'ai pas de passion pour Veja, mais les baskets Veja, c'est une marque qui, pourtant, sur bien des aspects, a vraiment pensé à la basket pour qu'elle ait un impact le moins important possible.
Pour autant, bah, ils disent en permanence, bah, on en est là, mais sur ça, ça et ça, on sait qu'on n'y est pas, mais on le sait et on y travaille. Et du Ok. coup, c'est un petit vent frais quand même, une marque qui ose vous dire, bah non, mais en fait, on n'est pas parfait, mais par contre, on essaie de s'améliorer. Et pas toujours d'essayer d'avoir cette image de la perfection que la communication Ouais. doit transmettre. C'est une vraie transformation pour vous aussi, hein, parce que l'univers de la communication, où avant c'était un peu la façade, la perfection, exposer désormais la vulnérabilité, enfin moi ça m'interpelle, hein, mais je trouve ça beau, c'est que des secteurs entiers puissent faire leur mue aussi pour accompagner ces tendances de société. J'applaudis. On n'y est pas encore à 100%, hein, il y a encore beaucoup Ouais. d'enrobage, parce que de Mm. toute façon, ça prend du temps, hein, à un moment. T'imagines bien qu'il faut enlever une ligne de produit, bah, t'enlèves une Mm. ligne de chiffre d'affaires et c'est pas si facile que ça. Ouais, c'est ça. Va falloir trouver des relais et tout ça. Euh, du coup, si toi, les dirigeants qui veulent s'attaquer à ce problème-là, bah, deux questions pour toi, Pauline. En résumé, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, quoi? Ils commencent par quoi déjà? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que tu as un challenge à leur lancer à ceux qui nous écoutent là pour déjà s'engager vers cette voie-là? Par quoi ils doivent commencer? Bah, faut commencer par faire le point, hein. Mais en vrai, c'est pour ça que c'est un travail exploratoire aussi qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que faire le point sur le passé et l'avenir. Mm. Et les mettre en relation, se rendre compte aussi jusqu'où ils sont capables d'aller. Donc, pour commencer, je pense que c'est en vrai pas quelque chose qu'il faut faire seul. Mm. Et il faut un œil extérieur, il faut quelqu'un qui vous accompagne dans la méthodologie si vous posez ces questions-là. Après, si vous avez envie de faire un premier pas, moi quand j'étais responsable de la RSE chez Havas, oui, on a bâti une stratégie à long terme avec des choses qui étaient plus ou moins impliquantes. Enfin, on a commencé par des choses basiques. Mm. Et par exemple, par contre, on n'est pas sorti du bois en disant Havas s'engage et compagnie. Quand on en était à se dire, bah, va falloir mettre en place des poubelles de tri, va falloir peut-être arrêter de penser à 2-3 trucs de gestion des déchets. Enfin, donc il y a des b.a.-ba quand même qu'il faut et qui sont ça pour le coup pas très compliqués, qui sont finalement parfois des éco-gestes appliqués au travail. Après, ça c'est des basiques. Ça peut, voilà, sur des gestions de déchets, gestion de l'eau, Mm. donner du temps à tes salariés pour qu'ils puissent s'engager dans une action avec du mécénat de compétences, par exemple. Il y a plein de choses à Cool. faire qui dépassent voilà, le mug, la gourde et compagnie. Et puis après, les choses un peu plus de long terme, on ne peut pas demander que aux entreprises finalement, considérer que la politique RSE dans une entreprise, c'est finalement transposer les éco-gestes aux salariés. En fait, sinon, ça fait toujours retomber la charge finalement sur nous, c'est-à-dire les personnes, les individus. Et les changements nécessaires, en particulier sur des questions environnementales, nécessite quand même qu'on ait une échelle qui soit un peu plus importante et donc du coup que l'entreprise regarde aussi son business. Mais c'est un processus et vous n'êtes pas forcément d'arriver directement à la dernière étape. Néanmoins, le regarder assez tôt, ça permet aussi d'anticiper. Et je trouve ça pas mal. Tu vois, parce que s'il s'agit de changer une ligne de produit, ben, il vaudra mieux en avoir conscience maintenant que dans 10 ans quand on sera au pied du mur, quoi. Bah, il faut mieux en être conscient maintenant parce qu'en fait, il y a aussi des lignes de produits qui vont mourir, qui vont s'arrêter. Et donc, en fait, avoir regardé un peu et s'être projeté dans l'avenir, ça permet aussi de pas d'un coup se retrouver face au mur en mode ah bah celle-là, je l'ai pas vu venir. Et du coup, comment on fait si on veut rester un peu à la page de toutes ces futures tendances et tout? Parce que là, on t'écoute aujourd'hui, mais imagine, je sais pas, on est dans 6 mois et les gens qui nous écoutent décident dans 6 mois, bah, tiens, de se replonger dans ce truc et d'essayer d'appliquer certains de tes conseils et tout. Est-ce que tu as des sources ou des conseils pour rester connecté, rester un peu à l'écoute de ce qui se passe sur le marché?
Bien sûr, il y a des. Moi, je suis beaucoup, par exemple, sur LinkedIn, mais aussi parce que je sais les personnes et les entreprises à suivre qui vont me donner cette matière. Il y a une papesse des entreprises engagées qui a monté un cabinet qui s'appelle Utopie, qui est Elisabeth Laville, qui a écrit un gros bouquin comme ça sur les marques positives, avec justement aussi la méthodologie et comment le faire. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez comprendre le fonctionnement et avoir des... Il y a plein de petits questionnaires, enfin, c'est assez pratique. Ok, cool. Mais bon, en même temps, je ne sais pas si un dirigeant qui ne connaît rien se met ça dans les mains, ça ne lui paraît pas un peu technique cette affaire. Et après, bah, voilà, il y a des sites, Ouzbek Erika, l'ADN, très bien. Influencia, qui sont des sites sur lesquels ça en parle hyper régulièrement et où il y a plein d'informations régulières à suivre. Il y a des podcasts à écouter sur des entrepreneurs engagés. Il y a une émission qui s'appelle Objectif Raison d'être. Donc, il y a des contenus vidéo et audio sur les marques engagées et le chemin à parcourir. Faire une petite culture sur le sujet. Bah, écoute, ok, on ira déjà suivre ton profil LinkedIn aussi, parce que toi, tu publies pas mal d'articles. Et je les trouve bien, parce que je te parle du côté un peu vulgarisant, parce que quand on n'y connaît rien ou qu'on n'est pas spécialement engagé en la matière, voilà, ça donne envie de s'y mettre. Donc, c'est positif. Tu vois, j'aime bien ton côté pas trop punitif, c'est-à-dire que n'importe quelle marque qui a envie de s'y mettre, même si aujourd'hui elle n'a pas un impact super positif, tu peux l'accompagner pour réduire son impact, pour s'engager plus positivement. Ah bah, tout le monde a une possibilité. Puis il y a l'impact écologique et il n'y a pas que. Si je reprends l'exemple d'Avas Paris, quand on a travaillé sur un des pans, sur justement notre impact carbone. Alors, sans rentrer dans les histoires de neutralité carbone et de compensation qui sont très clivantes, mais naturellement, on se dit, on est une entreprise de service, franchement, c'est des gens derrière leur ordinateur, donc on n'a pas un impact fou. En fait, si, évidemment, parce que d'abord, vous produisez des campagnes en allant les tourner je ne sais pas où, vous avez des machines. Et en fait, quoi qu'il se passe, vous avez un impact. Donc, de toutes les façons, il y a moyen de le réduire. Et puis après, sur les questions de publicité, d'agence de com, justement, vous avez une responsabilité à ne pas faire du greenwashing, à ne pas véhiculer de représentations sexistes, à essayer de faire un peu changer les choses aussi parce que vous donnez à voir à des millions de gens. Mais c'est trop bien, parce que d'un côté, ça donne le vertige, on se dit, tout ce boulot, et en même temps, je trouve que c'est motivant, tu vois, même en tant que collaborateur, de se dire que tu vas au-delà de ta simple mission, tu agis aussi pour, je sais pas, la représentation des femmes et tout, donc c'est top. En matière d'exemple, est-ce que toi, tu as je sais pas, des business ou des entrepreneurs ou des gens que tu admires particulièrement et qui te semblent particulièrement vertueux? Ça tombe bien, parce qu'ils sont vertueux et que je les admire. C'est évidemment tous les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, le MOVE, qui est le nom du mouvement qui les regroupe, tout ce qui est Tech for Good, etc., parce que c'est plus globalement des gens de notre génération, voire plus jeunes, qui ont créé des entreprises de base qui ont un impact limité, qui répondent à un problème de recyclage, de gaspillage, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce que je mange, donc qui sont des solutions en soi, en termes et qui ont un modèle responsable, et on voit bien que les gens qui y travaillent, ils y trouvent du sens, et donc c'est vraiment une autre vision de l'entreprise, en mettant l'utilité au cœur du produit, du modèle, et puis une envie de changer les choses et de changer un peu le regard sur l'entreprise, que je trouve fascinante. Et ils font des choses, ils s'organisent en coopérative, c'est pas le mot coopérative, mais en collectif, pardon. En collectif, ils font bouger les lignes, et si on les suit, on les voit, ils remuent dans tous les sens, et ils essaient un peu de faire rayonner et de créer des vocations, probablement. Et du coup, est-ce qu'on peut s'inspirer de certains de ces principes-là pour être, je sais pas, plus flexible, plus adaptable, même quand on bosse dans une grande entreprise, quoi, dans le monde d'aujourd'hui? Plus adaptable,
pour être une entreprise plus adaptable, évidemment, il y a une tendance qui est celle du freelancing, dont je fais partie, et donc c'est de faire appel à du freelancing. Alors, quand tu dis ça, tu peux avoir aussi une levée de bouclier énorme sur le attention, l'emploi et compagnie. Bien sûr. Mais malgré tout, il y a des réalités qui font que l'entreprise, elle a besoin de flexibilité. Et puis, c'est sur certains métiers aussi qui sont parfois souvent des métiers aussi intellectuels où en fait vous allez chercher quelqu'un à côté et un freelance, des collectifs de freelance, ça coûte par exemple en agence de com potentiellement moins cher qu'une grande agence de com. Et en fait, il faut de tout. Encore une fois, on n'est pas forcé d'opposer les gens, mais c'est sûr que le freelancing, pour moi, c'est quelque chose d'agile, et pour les entreprises, c'est un moyen d'avoir aussi beaucoup d'agilité. En France, on a beaucoup de freelance, on est plutôt à la tête. Ah ouais? Ok. On compte plus d'1 million de freelance, je crois, en France. Donc on est plutôt en tête des classements européens. Après, on n'a pas encore complètement réglé les questions d'assurance sociale autour, les questions du chômage, les questions. Mais pareil, il y a tellement de freelance que forcément il y a des collectifs qui se montent. Il y a un syndicat qui s'est monté d'indépendants, justement pour défendre et s'organiser et défendre ses lois. Bah écoute, à nos amis freelance et tout qui nous écoutent, il y en a beaucoup aussi, je sais. On va mettre ça dans la description pour en savoir plus. Bah c'est cool. Donc toi, tu nous prescris une petite dose de freelancing. Une petite dose de freelancing, voilà. Ouais. Pas forcément 100% exclusif, mais... Évidemment, je presse pour ma paroisse, mais en tout cas, une petite dose d'extérieur. C'est-à-dire que il faut avoir l'avis de gens extérieurs. Ouais. Mais ça, j'aime bien parce que souvent, tu m'en parles, tu dis, il y a des sujets, je sais pas, par exemple, j'en sais rien, moi, la science dure, personne va te donner son avis. Mais des fois, la com, les gens ont l'impression qu'ils sont un peu tous spécialistes et du coup, tout le monde donne un peu son avis, j'aime pas, etc. Et toi, tu dis, mais attends, c'est aussi une affaire de spécialiste, donc tu peux pas gérer ta com des fois tout seul, juste parce que tu as l'intuition de comprendre ce qui se fait de bien ou si t'aimes bien ou si t'aimes pas, quoi. La com, c'est typiquement, effectivement, un truc où tout le monde se dit, en même temps, si on juge une affiche, un objet, les mots, oui, j'aime pas. Oui, mais en fait, c'est pas ça la question qu'on te pose. Effectivement, c'est est-ce que ça répond à la bonne cible, au bon message, est-ce que tu comprends, est-ce que c'est en adéquation avec ta marque. Moi, je donne des cours aujourd'hui à des étudiants, cette marotte de la marque avant tout, je leur parle toujours. Et si vous faites un truc qui est complètement dissonant par rapport à l'histoire que vous racontez et l'image que vous essayez de créer, en fait, il ne faut pas le faire, c'est pas le bon. Ou alors, il faut assumer. Mais en tout cas, il faut en avoir conscience quelque part. Quand, je sais pas moi, Ikea, Monoprix, toutes ces marques, quand elles communiquent, même si elles parlent de leurs produits, de leur marque au global, la trace laissée, elle est quand même un peu toujours la même et elle est celle de la marque au fond. Donc, il y a des marques qui font ça hyper bien. Ok, mais écoute, moi, je parle que pour moi, mais moi, quand je parle de ces sujets-là avec toi, ça m'aide énormément parce que sinon, j'aurais pas du tout eu les mêmes insights que ce que toi, tu peux me donner et surtout, toute ta curiosité, ton expertise dans la matière, quoi. Donc, c'est top. On arrive déjà à la fin, c'est horrible. Il faut se quitter à chaque fois alors qu'on est en pleine conversation. De toute façon, la conversation continue avec toi, Pauline. Je vais mettre tes réseaux sociaux, etc. On peut te joindre sur LinkedIn, principalement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Pauline. Un dernier conseil, un dernier petit message pour la route avant qu'on se quitte? Du coup, moi, j'aurais tendance à dire ne restez pas seul et mettez du sens et de l'utilité dans votre business. Vos collaborateurs, vos clients et même votre entreprise nous en remercieront. Osez. Ok, ça marche. Écoute, c'est parti. On a pas mal de conseils déjà pour se lancer. Donc, un grand merci, Pauline. C'était trop cool d'avoir cette conversation avec toi. Et puis, je vous dis à toutes et à tous bonne route dans la route de remettre de l'utilité et du sens dans votre entreprise, dans votre projet. Et puis, à bientôt dans les prochains épisodes du Board. Bye! Merci, Flavie. Bye bye. Bye.